Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non? PDG, let's get it! We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir un homme brillant, sociologue, philanthrope, homme de terrain, homme qui nous conscientise et qui se bat, très important. Celui que l'on nomme Marwan Mohamed. Take a seat. Marwan. Merci. J'aimerais bien être annoncé comme ça dans les conférences. T'imagines? En tout cas, merci de nous faire cet honneur, clairement. Comme je te l'ai dit dans l'introduction et même avant, ça nous fait du bien de te voir comme ça briller au service des nôtres. Parce que clairement, c'est ce que tu as dit même dans ton bouquin. Je suis fan de foot, tout comme toi. Donc on va parler foot, on va parler sociologie, on va parler résilience parce que clairement, tu reviens de loin. Et merci pour ce que tu fais. Merci à ta famille, Men, de t'avoir poussé. Big up à Humaine. Exactement. Et je vais te laisser te présenter en quelques lignes, s'il te plaît. Bah, je suis sociologue. Là, je travaille pour le CNRS depuis 2009. Mais sinon, je suis un gamin de l'immigration, un fils d'immigrés marocains, fils de parents d'origine populaire. Et puis, j'ai grandi à Paris, au centre de Paris, jusqu'à mes 13 ans. Et à partir de mes 13 ans et demi, je suis arrivé dans le Val-de-Marne, à Viguier-sur-Marne, dans la cité des Hautes-Nous. Et je vis toujours dans cette ville depuis mon arrivée. J'aime beaucoup cette ville. Et voilà, en tant que sociologue, je travaille sur différents sujets, mais les deux principaux, c'est les questions de délinquance, questions de criminalité sous différentes formes, et le racisme, les inégalités, c'est un autre sujet qui est transversal. On va parler forcément, avant de s'attarder un petit peu sur les Hautes-Nous, de Paris déjà. Famille nombreuse, vivant dans une toute petite pièce. Les souvenirs sont intacts. Parle-moi un peu de ce décor, s'il te plaît. Ben, faut savoir que ma mère, quand elle arrive, elle prend un emploi de concierge. Et mon père était déjà en France avant que ma mère le rejoigne. Et c'est vrai que lui, il a été ouvrier, il a fait pas mal de boulot de manutention, il était très débrouillard, donc il a fait plein de boulot. Il a fini dans une clinique et puis après, il a monté un petit commerce. Elle était concierge. Et ça, c'est important parce qu'une concierge, elle vit dans une loge et elle s'occupe à la fois du ménage, de l'entretien des immeubles, mais également de la distribution du courrier et également de tous les petits services qu'on lui demande, que les voisins lui demandent. Donc la concierge, on n'appelle plus ça comme ça maintenant, mais la concierge, c'est un personnage qui est central. Et moi, je grandis là, et c'est très bizarre de grandir à la fois dans un quartier plutôt classe supérieure, mais en tant que famille populaire et puis des familles immigrées, il y en avait 5-6 sur le quartier. Donc, on était vraiment en extrême minorité. Donc, ça fait un positionnement un petit peu particulier. Mais c'est vrai que la famille, ça a grandi. Hein. Il y a ma grande sœur qui est née. Moi, je suis arrivé, ma petite sœur. Et puis ensuite, Yacine. Et puis, ma mère était enceinte. Ils avaient 7 mètres carrés. On n'avait pas de douche. Et puis, on nous a loué une petite pièce à l'étage. Donc, on n'était même pas avec nos parents. Donc, c'était pas tenable. Et du coup, à force de chercher, on a failli atterrir au Clos, à Stein. Et finalement, on a atterri au Hautes-Nous, à Villers-sur-Marne. Alors, les premiers rapports avec ta nouvelle ville sont lesquels? Vivre, même en étant milieu populaire, vivre en centre-ville ou dans un quartier un peu préservé et vivre dans une grande cité, les Hautes-Nous, c'est, quand j'arrive, c'est 6000 habitants sur 1 km². Donc, c'est dense, les populations, c'est multinationalité, la vie de quartier assez classique, avec la rue et à la fois ce qu'elle a de beau, mais ce qu'elle a de plus compliqué aussi. Donc moi, je découvre tout ça, en fait.
Je découvre tout ça parce que pour moi, en tant que gosse de quartier populaire, où est-ce que je croise les quartiers populaires? Wall. Je vais squatter Wall. J'aime bien regarder plein d'embrouilles à l'époque. C'était c'était les bandes, c'était les grosses embrouilles. Requin vicieux, requin junior, c'est cassé, toute cette période-là. Et puis, il y a aussi Wall, les gens se souviennent pas, mais à côté du cinéma UGC actuel, c'était une place où ça dansait à mort, en fait. C'était une place où ça breakait à mort. C'était une place où tu pouvais aller te poser. Moi, ça m'arrivait souvent, c'était pas loin de chez moi, d'aller me poser, de regarder les gens danser. Tu vois. C'était vraiment l'essor du hip-hop, l'essor de la danse. Moi, je suis en 75. Donc, quand j'arrive à l'adolescence, le hip-hop explose en France, quoi. Donc, j'ai vécu cette période-là. Et c'est vrai que c'était ça, mon contact avec les quartiers populaires, un peu banlieue, etc. On se croisait un peu à Châtelet-Léal, mais c'était très rapide. D'arriver au quartier, moi, je n'étais pas adapté. Mais ça a été extrêmement rapide. Et ça n'a pas été un choc, mais ça n'a pas été non plus sans effet. Et là, je découvre une autre vie, mais aussi je découvre des formes de solidarité, le poids du collectif, quoi. Avec ton équipe, et puis il y a d'autres équipes dans le quartier, et puis il y a des formes de solidarité, on te laisse pas trop le choix. Le problème que j'ai, c'est que au moment où j'arrive sur les Hautes-Noues, je commence vraiment à chuter au niveau scolaire. J'ai redoublé, ça allait pas trop, mais là vraiment je lâche tout. Je lâche tout, je vais plus en cours. C'est vraiment la débandade. Et c'est, tu vois, il y a l'adolescence, il y a la chute scolaire, il y a l'arrivée au quartier, et les trois font que je vais passer beaucoup de temps dehors. Voilà, c'est un peu ma période de torpeur où j'étais pas très bien même intérieurement. Bon, et donc c'est vrai que là on est plus influençable, on est plus fragile, et puis on découvre la rue, même si on n'est pas. Moi, je suis pas un acteur, hein, je suis pas une tête, ou je suis pas un mec dur, ou je vais pas m'inventer de vie. Hein. Moi, j'étais la petite classe moyenne inférieure de la rue. Je suis là avec les autres, mais tranquille. Mais par contre, j'observe. Il y a des choses qui me questionnent, il y a des choses qui me surprennent. Des fois, je me fais engrainer, des fois, je me retrouve dans des histoires. Et puis, tu sais, les liens de solidarité, c'est un peu une obligation morale. Donc, on est avec une équipe et on se serre les coudes. Pour le meilleur, très souvent, et aussi pour le pire. Donc, voilà, c'est ça ma transition, l'arrivée au quartier, je la vis comme ça. Et déjà, d'un point de vue scolaire, tu as senti une réelle différence entre le niveau parisien intramuros et celui de banlieue? En fait, moi, j'arrive et en fait, j'ai pas changé de collège. C'est-à-dire que j'arrive à Villiers-sur-Marne, mais je continuais à être à Balzac, à Port de Clichy. Exactement, oui. J'étais à Balzac à Port de Clichy, et en fait, je suis à Balzac à Port de Clichy parce que mes parents ont cru bon pour moi de m'inscrire en première langue arabe. Et ça m'a mis dans le trou parce que il y avait des très bons collèges à côté de chez moi. Le collège César Franck, rue du Louvre, etc. Mais je vais jusqu'à Balzac pour me retrouver en première langue arabe. Mais en fait, je me retrouve dans une classe de première langue arabe où il y a que des mômes comme moi qui viennent de toutes les villes voisines, de Saint-Ouen, de Clichy, Saint-Denis, etc. Donc, on se retrouve tous dans Paris 19, Paris 18, on se retrouve tous dans cette classe-là. Donc, j'ai pas envie, moi, c'est pas mon désir à moi d'apprendre l'arabe en première langue, en deuxième langue, ok, mais pas en première langue. Et en fait, le déménagement à Villiers-sur-Marne fait que j'ai 1h30 le matin, 1h30 le soir. J'ai bien vu ça. Tu vois, RER A plus ligne 13, ligne 3 plus ligne 13. Et puis, ça fonctionne pas comme ça fonctionnait aujourd'hui. Et puis, il y avait pas le RER C à Port de Clichy, il y avait pas la ligne 14 à Port de Clichy. Donc, c'est loin. Donc, il y a beaucoup de retard, beaucoup d'absence. Et quand je finis ma troisième, du coup, je rate mon brevet des collèges, je suis orienté en BEP. Et là, en fait, je veux juste plus faire trop de transport. Tu vois. Et donc, pour choisir mon BEP, en fait, moi, je suis tellement... La scolarité, j'ai même plus de projet. C'est même plus une question de niveau. Ce qu'il me faut, c'est juste être quelque part. Et moi, j'ai envie de faire de la vente. On me parle de chaudronnerie. La conseillère d'orientation me parle de chaudronnerie. Et je crois que... En fait, l'histoire que tu as racontée, Tagmaoui, j'ai vécu exactement la même. J'ai eu les mêmes idées. Hein. Chaudronnerie, Panoramix, le druide. J'ai eu exactement les mêmes images. Et en fait, je me retrouve finalement à Val-de-Fontenay. Au lycée Michelet, à Michelet, mais parce que c'est là où il y a de la place. Et s'il y a de la place, c'est que personne ne veut y aller. Donc, autant dire qu'à Michelet, c'est même pas la scolarité, mais ça a été 2 années top pour moi. Humainement, j'ai rencontré plein de monde, j'ai fait des connexions dans tous les quartiers de l'agglomération. On a fait n'importe quoi. Alors, je m'excuse pour les enseignants de l'époque, mais moi, en tant qu'ado, un peu perdu, ça a été 2 années qui sont... J'en garde plutôt un bon souvenir, mais ça a été scolairement la fin des haricots. Après, je rate mon BEP aussi, puis j'arrête ma scolarité. Ouais. Il y avait Nesbill. Il
Il y avait Nesbill, mais il y avait aussi Célim du 9-4. Célim du 9-4, Ouais, bien. qui étaient scolarisés. Ils étaient un peu plus jeunes que moi, donc ils étaient en 4e, 3e sur Michelin. Non, et Célim, je crois qu'il avait même organisé un concert. Je me rappelle plus de qui, mais ça a été le feu à Michelin. Donc ouais, j'ai des petits souvenirs sympas. Hein. D'accord, très bien. Et là, pour le coup, ça se passe pas bien à l'école, ok? T'es à Villiers-sur-Marne, t'es tenté. Dans ton livre, excuse-moi, tu disais que tes parents se sont séparés et que t'étais presque livré à toi-même et que les plus grands savaient que t'étais livré à toi-même. Donc, moi, je veux que tu me parles déjà de toutes ces tentations que t'as eues très jeune. Bah, en fait, ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est que, et ça, c'est quelque chose dont je trouve qu'on ne le pense pas assez dans la vie de quartier, c'est que il y a des phénomènes qui sont exceptionnels en dehors de nos quartiers, mais qui sont normalisés chez nous. Notamment le risque de participer, de se retrouver pris dans des embrouilles, juste de prendre les patins d'un copain, donc d'aller se battre pour lui. Et donc moi je raconte ça, ouais, effectivement que des fois on est posé, on sait pas quoi faire, on entend qu'il y a une fête dans la ville voisine, tu te rappelles les fêtes du samedi après-midi, dimanche après-midi, il y a une soirée, il y a un truc, on y va à quelques potes, mais à la base on s'ennuie, on veut aller s'amuser, on veut tuer l'ennui. Et en fait, t'arrives là-bas, tu croises des gens, ça se regarde mal, et puis il y a toujours un de chez toi un peu plus énervé qui demande pourquoi on te regarde comme ça, et ça commence bêtement, hein, des petits trucs de regard, de respectabilité. Finalement, ça se tape. Et puis finalement, on va quand même à la soirée alors qu'il faudrait faire demi-tour. Et puis on attend jusqu'au dernier train. Et les mecs, ils nous ont attendu jusqu'au dernier train. Ils commencent à nous tomber dessus à 50. Donc il faut courir. Et en fait, ça aurait pu être extrêmement chaud. Et puis derrière, il y en a un de chez nous qui arrive à rentrer. Il appelle les autres, il remplit un camion. Ils viennent nous chercher. Nous, on a esquivé, mais ils descendent, ils trouvent les mecs et ils les frappent. Mais en fait, en réfléchissant à tout ça, et nous, le lendemain, on en rigole. Mais en fait, quand on y réfléchit, il y a plusieurs qui auraient pu perdre la vie ou qui auraient pu être handicapés à vie. C'est quand même une violence qui était complètement normalisée et puis ça s'est répété 2 semaines après. Et c'est ça que je suis en train de dire, c'est que l'expérience du quartier, l'expérience de la rue, c'est pas que des violences, attention. Mais cette violence-là, elle est quelque part normalisée. Et ça, c'est très problématique parce que ça a des conséquences extrêmement importantes sur la vie de nos petits frères aujourd'hui, ou la vie de nos enfants, ou la vie des gamins qu'on a été. Typiquement, en termes d'orientation, pourquoi est-ce que je viens à Michelet ? Je viens à Michelet parce que je peux pas aller à Champigny. Parce qu'à l'époque, il y a des embrouilles entre Villiers et Champigny, et tous les mecs de mon quartier me disent « Ouais, Marwan, va pas à Champigny, c'est chaud. » Et nous, les lycées de secteur sont à Champigny, il n'y a pas de lycée à Villiers. Donc, tu vois, on en arrive à un point où même mon orientation scolaire, elle découle des embrouilles. Mais ça, c'est le quotidien de milliers d'enfants encore aujourd'hui. C'est le quotidien de milliers d'enfants aujourd'hui, et en fait, on a plein de gens qui normalisent. Et pour la question de les grands, oui, moi, on a une période où mes parents, ils essayent de reconstruire, ils rentrent un petit peu au bled. Moi, je reste un petit peu tout seul, je suis dans le trou en échec scolaire, j'ai pas de thune en plus, et je suis seul chez moi. Et c'est vrai que, alors c'est pas tous les grands, la plupart sont bienveillants, en fait, nos grands dans les quartiers, ils nous veulent du bien, etc. Mais t'as ceux qui sont en mode street, quelques têtes, qui sont dans leurs activités illégales. Ils ont besoin de soldats, ils ont besoin de gens malléables, ils ont besoin de gens manipulables. Et c'est vrai que j'ai jamais eu autant de propositions que pendant cette période-là de vas-y, je te pousse un peu de cheat, ou bien viens, on a un super plan, c'est facile, etc. Donc j'ai jamais eu autant de sollicitations de ce point de vue-là. C'est là qu'on voit que malgré tout, malgré les fragilités, là, à ce moment-là, il y a les trucs d'éducation qui ont tenu. Il y a des trucs d'éducation qui ont tenu, qui m'ont dit, vas-y, non, il y a quand même des limites, j'y vais pas, en fait. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi le même moment où les animateurs de la maison de quartier, ils repèrent la même fragilité, mais ils me proposent pas de me pousser 1 kilo, non, ils me proposent quoi? Ils me proposent de passer mon BAFA. Et là, c'est vraiment une opportunité que je saisis. Pour le coup, il m'accompagne vraiment même à trouver l'oseille pour payer le BAFA. Donc, je m'inscris dans le BAFA, et là, je pense que c'est vraiment un tournant parce que, en tant qu'animateur, c'est autre chose. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas aussi décelé cette sensibilité ? Ouais, je pense qu'ils ont bien cerné, parce que le mec, il voit très bien que je suis pas un dur, je suis plutôt sympa, j'aime bien rigoler, j'aime bien délirer, j'aime bien m'amuser, en fait. Moi, j'allais à la maison de quartier pour faire des tournois de baby, des tournois de billard, des tournois de ping-pong, des jeux vidéo, on se regardait des films. Donc, non, c'était ça c'est vrai qu'ils ont repéré ça, à mon avis. Je sais pas s'ils l'auraient proposé à tout le monde, mais surtout, ils ont agi au bon moment. Parce que pour moi, et arrête-moi si je me trompe, mais c'est le point de départ de ta rédemption. Ouais. Tu comprends les rencontres que tu as fait,
Notamment, je pense à la petite Léa, dont tu parlais d'elle, etc. Tu vois, donc moi, je pense que tu avais cette sensibilité et le fait de rentrer de la bonne manière dans le milieu professionnel, ça a développé chez toi une force insoupçonnée. Ouais, c'est vrai. Alors moi, c'est vrai que le mot rédemption, je l'utilise pas. Moi, en tant que sociologue, j'utilisais le mot tournant, virage, Ok. rupture, parce que rédemption, il y a un truc très religieux quelque part. C'est ça le mot rédemption. C'est le mec. Et c'est vrai que c'est pas comme ça que je vois mon parcours. Il y en a qui parlent de résilience. Moi, je parle vraiment de tournant, mais ça, c'est parce que c'est ma mentalité. Je suis matrixé sociologue, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus ça qui compte pour moi. Mais c'est vrai que, bien sûr, c'est un tournant. Tu sais pourquoi c'est un tournant? C'est parce que, en fait, quand tu deviens animateur, mais ça, t'y penses pas. Quand ils te le proposent, tu dis, vas-y, j'ai pas de diplôme. Là, ils me proposent un petit diplôme. Donc déjà, la famille, si je viens avec un truc, c'est mieux que si je viens juste avec mon échec au BEP. Je savais que j'allais me ramasser au BEP. J'ai pas de diplôme, j'ai pas de thune. Concrètement, on n'a pas de thune. C'est un peu la haisse à ce moment-là. J'ai pas de statut social et je suis assez influençable. Ça c'est un fait. J'ai pas cette force mentale de m'opposer à tout le monde, tu vois. Et donc devenir animateur, du coup, j'ai un boulot, j'ai une fiche de paye, j'ai un petit diplôme, mais surtout j'ai une nouvelle responsabilité. Parce que toi, tu travailles le mercredi, tu t'es occupé des enfants, tu as appris ton boulot et tout, mais toi, tu les revois au quartier. Moi, je travaille avec les petits du quartier. Et ils sont là et les parents, ils te saluent. Tu vois le regard qu'ils ont, les gamins qui peuvent avoir sur toi. Et en fait, t'es là, tu dis, vas-y, je peux plus dire n'importe quoi, je peux pas faire n'importe quoi, faut que je fasse gaffe. Et mine de rien, inconsciemment, ouais, ça me remet dans les rails, ça me responsabilise, ça m'autonomise. C'est pour ça que c'est un moment qui est extrêmement important. Et puis les rencontres, comme tu as dit, la petite Léa, sa maman, d'autres animatrices, animateurs, les rencontres que je vais faire dans le milieu de l'animation. Et c'est marrant ce que tu dis. Et moi, je vais prendre mon cas de figure pour exemple. Moi, à côté de mes études, j'étais aussi surveillant dans un collège. Et clairement, c'était une expérience qui m'a bouleversé, dans le bon sens du terme. Parce que dans les cités, alors je vais encore te parler de mon expérience, mais il y a les petits, mais tu rentres pas dans les détails. C'est-à-dire, c'est presque superficiel par moment. Il y a le plus petit, tu vas le saluer cordialement, mais ça va s'arrêter là. Alors que quand tu travailles dedans, les petits vont se confier, vont se livrer sur les problèmes à la maison, etc. Donc, quelque part, en tout cas, chez moi, ça a développé cette fibre et cette sensibilité, tu vois. Donc, c'est pour ça que je t'ai rejoint totalement quand t'as parlé de ça. Mais t'as mis les bons mots. Tu vois, cette question on a une vision plus intime du quartier. On a une vision plus approfondie des vies. On a une vision plus précise. Ça veut dire que même en termes d'analyse, on devient plus fin. C'est ça un peu... C'est pour ça que je dis, moi, l'animation, c'est une forme de prépa. Prépa, c'est pas les bouquins. Prépa, c'est l'animation, la rue. C'est notre prépa à nous, pour les études. Et bien sûr qu'on a converti tout ça pour essayer d'être des bons sociologues derrière, avec les méthodes des sciences humaines et sociales, etc. Mais c'est là que se développe vraiment un truc très fin sur la vie des gens. Et puis même, on rentre des fois... Après, moi, je travaillais maison de quartier, tu vois. Des fois, tu avais des darons et daronnes qui disaient « Non, viens le chercher à la maison, je lui fais pas confiance. » Tu sais, les petits qui faisaient « Tu vois, viens le chercher à la maison, je lui fais pas confiance. » À mon avis, il me ment. Donc, t'allais chercher les enfants à la maison. Vas-y, rentre. Et tu rentres et tu vois la maison. Exact. Et c'est l'intime, la maison, tu vois. Et les gens, ils te laissent pas rentrer comme ça parce que des fois, c'est tendu. Des fois, le papier-peint, il a arraché. Des fois, il y a du monde. Il y a des sacs dans le couloir parce qu'il y a les départs pour le bled. On envoie toute la solidarité et tout. Donc, tu vois, on te fait confiance quand on t'ouvre la porte. On te fait confiance, mais là, tu comprends d'autres choses encore. Même dans la mentalité, les petits qui t'accompagnent, juste dans les quelques interactions avec les familles, tu captes des trucs. Tu comprends mieux les petits, comment ils sont dehors. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une période qui est extraordinaire, mais même humainement, que je sois devenu sociologue, c'est pas la question. Tu crois que je pensais devenir sociologue, je savais même pas, quand je me suis au BAFA, je savais même pas que j'allais reprendre des études. Mais c'est vrai que tu développes une vraie connaissance, une vraie sensibilité au social. Je me régale en tout cas de cet échange-là, clairement, Marouane. Alors, tout se passe plutôt bien pour toi, tu prends de l'expérience et puis t'es dans le milieu professionnel, c'est magnifique. Des années plus tard, vient l'armée. Déjà, toi, t'en gardes une bonne expérience ou pas? Et tu vas comprendre là où je veux en venir, c'est parce que, tu sais, quand je parle avec mes anciens, qui ont relativement ton âge, etc., ils me parlent constamment de cette étape de leur vie.
Tu vois, aujourd'hui, ils en rigolent, mais ils se disent qu'à l'époque, c'était un calvaire. À tel point qu'il y en a qui trouvaient des subterfuges pour passer à travers les mailles du filet. Ouais, tu vois, réformes tu P1. te- P1, P2, P3, on connaissait toutes Tu vois, les esquives. Ouais. tu vois- Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc déjà, toi, aujourd'hui, avec du recul, c'était une belle expérience? Écoute, je vais essayer de te répondre de manière la plus objective possible. J'ai essayé de me faire réformer, mais j'étais pas assez bon acteur. Faudrait faire un livre sur les stratégies déployées par les anciens pour esquiver l'armée. Ce serait mortel. mortel. Tu peux en faire des dessins animés, frère. Les mecs qui viennent avec un plâtre, qui l'a négocié avec un médecin. Bref, ils sont très imaginatifs, ces gens-là. Mais non, en fait, moi, j'ai un truc mitigé. Faut savoir que, d'une part, j'avais le seum j'ai eu le seum après parce que au moment où je rentre à l'armée, Chirac, il annonce qu'il va supprimer le service militaire obligatoire. Il l'a supprimé 1 année après que je rentre. J'avais un seum intersidéral. Je me dis, purée, j'aurais dû gratter 1 année de plus, j'y allais pas. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut savoir que le service militaire, à l'époque, c'était 10 mois. Puis on avait 1 mois de classe. T'apprends les rudiments des armes, de la tactique militaire. Tu vois, tu fais beaucoup d'entraînement physique. Et puis ensuite, t'es envoyé dans ton régiment. Et pendant 9 mois, tu restes dans un régiment. Moi, j'ai eu de la chance parce que je jouais au foot au Perreux, à côté. Et le responsable de l'équipe première du Perreux, c'était Pierre Lechantre. Et pour ceux qui connaissent pas Pierre Lechantre, pour ça, est un joueur professionnel de très très bon niveau. Mais c'est aussi lui qui a gagné la CAN et les Jeux Olympiques avec le Cameroun. C'est lui qui a révélé la génération Eto'o, etc. Donc Pierre Lechantre, en Afrique, il est très connu. En France aussi, au niveau fédéral, il est très connu. Et puis ceux qui suivaient le championnat dans les années 70 connaissent bien Pierre Lechantre. Il entraînait le Perreux. Moi, j'ai joué même pas en première. Hein. Je jouais en réserve. Mais il y avait 2 mecs de la première et un mec de la réserve. Et il nous a pistonné. Il avait des contacts dans l'armée pour qu'on atterrisse et qu'on reste dans la région parisienne. Du coup, moi, je reste à Vincennes. Moi, je suis à Vincennes et donc je peux rentrer tous les soirs chez moi. Mais avant ça, il y a les classes. Et les classes, on était en Normandie. Et il faut savoir que les classes, c'était expérience très mitigée parce que nous, on a été entourés par des gradés intermédiaires dont certains étaient vraiment des vrais fachos, des vrais racistes. Que ce soit par les mots, par les brimades, par les humiliations, il y avait ce truc-là de racisme. Mais il y avait ça, donc ça, j'ai pas kiffé. Et il y a beaucoup des anciens, ça, ils ont pas kiffé. Et deuxièmement, il y avait autre chose, c'était la camaraderie, en fait. C'est-à-dire, on se connecte avec beaucoup de jeunes de milieux populaires ou de petites classes moyennes, certaines qui viennent de la campagne, des enfants de paysans, d'autres qui viennent des Antilles, hein, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, des mecs qui viennent de Paris-Centre. Et là, il s'est joué quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que pour moi, c'était ces premiers moments où j'étais hyper connecté avec des concitoyens, des Français qui venaient d'un peu partout, notamment de la campagne. Moi, je connaissais pas la campagne en France. Je suis un mec qui est de la ville ou de la banlieue. Et non, ça a été c'était plutôt intéressant comme expérience. Il y a des espèces de solidarité qui sont nées. Moi, mon binôme, on est par binôme. Même quand on fait des trucs, on est par binôme. Moi, mon binôme, je l'ai surnommé Bourville. C'est un mec qui était un fils de paysan. C'était une crème, en fait, tu vois. Et donc, on est vraiment devenus très, très proches à ce moment-là. Donc, ouais, il s'est passé les petites choses. Et puis, au niveau du sport, la préparation physique, j'ai tenu. Après, nous, tu vois, la montée de quartier, à l'époque, j'étais fasciné par les armes, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, les armes, etc. Donc, on apprend à tirer. C'est la première fois qu'on a des armes, au FAMAS, on apprend à tirer au pistolet automatique, etc. Et donc, on découvre tout ça. Et quand on est un peu viriliste, ça, c'est bien, tu vois, l'action au sport, le tir. Mais sinon, ça a été aussi des violences. Je me suis retrouvé au trou, par exemple. Parce que je me suis embrouillé avec l'officier là qui nous maltraitait. À un moment donné, j'ai pété un câble et je me suis retrouvé au trou. Il y avait qui au trou? Il y avait moi comme rebeu, il y avait que des Renois avec moi, des Antilles d'origine ouest-africaine, etc. Donc tu te dis, oh, ça c'est le trou, espèce de cellule, on dort là-bas, tu vois, c'est un truc de sanction. Il y a que nous en fait. Donc ouais, c'est cette réalité-là que j'ai vécue, mais j'ai pas vécu que ça. C'est clair que si j'avais pu esquiver, j'aurais esquivé, mais j'ai pas pu. Mais c'est fou parce que tous mes anciens ont le même constat. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que vous vous êtes tous fait passer le mot. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement lunaire. Et tu reviens de cette pige, hein, clairement, et là, tu décides de reprendre tes études.
grâce à Hayat notamment. Ouais. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais de sensibilité et même de rapport humain. C'est-à-dire, quand tu t'intéresses aux gens, quand en même temps tu as envie d'y croire, eh ben, ça donne ce que ça a donné pour toi. C'est-à-dire, tu vas faire ton DAEU à Créteil. Parle-moi déjà, s'il te plaît, de cette étape de ta vie, parce que là, je te disais que tu avais repris confiance, mais là, clairement, tu mets les deux pieds dedans. Ouais. Alors, Hayat, faut savoir le profil aussi. Hayat, c'est quelqu'un qui a pas pu aller qui a été jusqu'en terminale, qui a pas pu passer son bac, qui bosse, qui est une jeune femme d'origine algérienne, de milieu populaire, qui habite une cité de Champigny. Et en fait, moi, je bosse dans l'animation et elle vient me voir, elle me dit, Marwan, j'ai pu pouvoir venir les soirs ou le certains mercredis, etc., parce que j'ai des cours du soir. Et je lui dis, ah ouais. Et je lui dis, c'est quoi tes cours du soir? Et elle me parle du DAU. Elle s'est inscrite, elle, au DAU une année avant moi. Et elle m'explique ce que c'est. Moi, je connaissais pas. Et donc, moi, quand elle me l'explique, je doute un peu au début. Je lui dis, c'est quoi? En fait, genre, t'as rien foutu de ta vie. Tu t'inscris à 4 cours du soir pendant une année. Tu taffes un peu, tu grattes un 10. Tu grattes un 10 et tu rentres à la fac. Bon, moi, j'ai vu comme un braquage, quoi. Et c'est vrai que... Et elle, très subtilement, très intelligemment, elle me dit, ouais, exactement. Tu grattes un 10, tu rentres à la fac. Moi, j'ai pas idée de ce que ça veut dire, gratter un 10 avec mon profil scolaire. J'ai pas bossé, moi. Je bossais jamais au collège, je bossais jamais au lycée. J'avais quelques acquis, mais ça se voit dans mes notes, en fait. Tu bosses pas, à un moment donné, tu peux tricher comme tu veux, tu peux compenser comme tu veux. À un moment donné, c'est cuit, ça va se voir. Et donc, et elle me dit ça. Donc, elle met une petite graine et vraiment, elle m'encourage. Elle me dit, tu devrais le faire et tout, ça pourrait t'intéresser. Puis moi, je tourne en rond dans l'animation, quoi. J'aime bien, je kiffe, mais je commence à tourner en rond et je me dis, bon, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que je passe des diplômes? Et même si je veux devenir animateur à un autre niveau ou cadre dans l'animation, il me faut des diplômes. Donc, il me faut un bac quelque part pour monter. Donc, j'ai ça en tête. Et puis je décide de m'inscrire. Je décide de m'inscrire l'année d'après. Et j'engraine quand même quelques potes avec moi parce qu'on n'aime pas aller tout seul dans les trucs où on n'est pas en sécurité. Donc, j'engraine 2 potes avec moi. Ils viennent, je leur tiens le même discours. Mais la différence entre nous, c'est qu'eux, ils étaient intéressés, mais ils étaient intéressés, ils étaient prêts à payer s'ils sentaient que ça allait être jouable. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je paye tout de suite. Je m'inscris, je paye. Et je paye, à l'époque, c'est l'équivalent d'à peu près 500 euros. Ça veut dire que 500 euros à l'époque, j'ai plus de vacances. Donc, mes vacances d'été, elles sautent. Et en plus, je m'endette un peu. Parce que dans l'animation, on gagnait pas grand-chose. Et puis, il faut aider la famille, tu sais comment c'est. Et en fait, donc eux, ils viennent un petit peu avec moi. Et c'est vrai que quand je commence les premiers cours, bah, en fait, ils te préparent à rentrer à la fac. Tu vois, c'est une équivalence de bac. C'est pas une équivalence de brevet des collèges. Donc, il y a un niveau d'exigence. Il y a en termes de méthode de travail, il faut fournir, quoi. Et même moi, en fait, mon problème, c'est que je sais même pas travailler. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ce que je te dis. On confond souvent l'intelligence et les compétences scolaires et les compétences académiques. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est dramatique, parce que c'est pour ça qu'on se sent humilié et on perd confiance en nous. C'est que quand on n'est pas bon à l'école, on est dit qu'on n'est pas intelligent, qu'on est bête. Mais c'est violent, en fait. Ça n'a rien à voir. Moi, je te fais une petite parenthèse. Les gens que je veux voir dans mon travail de recherche sur stup, crime organisé, etc., notamment des gens, ils n'ont pas un haut niveau de qualification, mais c'est des gens intelligents, en fait. Très intelligents. Tu vois. Malheureusement, l'intelligence, elle est orientée dans des activités qui les mettent dans le trou et qui posent problème. Je ne suis pas en train de glorifier ça, mais c'est des gens intelligents. Donc tu vois, moi, bien sûr, il faut distinguer l'intelligence et les compétences scolaires, parce que les compétences scolaires, c'est beaucoup de préparation à l'école, bonne méthode, confiance et accompagnement. C'est comme ça les scolarités qu'elles se construisent, tu vois. Et d'être une bonne préparation, on grandit pas forcément des familles qui nous préparent bien. Du coup, moi, je me retrouve là. Et en fait, j'ai envie d'abandonner. Moi, mes potes, ils se disent, ouais, ça va être chaud. Est-ce qu'on met 500 euros dedans? On a des budgets, ils sont limités. Hein. Et donc, eux, ils préfèrent ne pas y aller. Le pire, c'est qu'après, ils sont débrouillés pour faire des formations supérieures d'une autre manière, parce qu'ils avaient la dalle. Mais moi, je reste seulement parce que j'ai payé 500 euros. J'ai trop le seum de perdre 500 euros. C'est impossible. C'est une question de fierté. Je vais essayer. Et du coup, ouais, j'apprends à devenir étudiant. Là, c'est une autre animatrice qui s'appelle Alice, qui est plutôt des classes moyennes, qui est étudiante en histoire, qui vit en quartier pavillonnaire, tu vois. Mais on se rend compte dans l'animation. Tu vois, l'animation, on fait qu'on se croise, sinon on se croise pas en ville. Et elle me dit, bah vas-y, je vais t'aider en fait à apprendre à travailler. Donc elle m'aide à apprendre à travailler, à faire des fiches de lecture. Je savais pas faire des fiches de lecture, à distinguer ce qui est important dans un texte, ce qui est pas important.
Tu vois, par exemple, j'ai un grand défaut à l'époque, c'est que quand je veux expliquer quelque chose, je passe par les exemples. Parce que j'arrive pas à monter en abstraction, tu vois. Je veux expliquer un truc, j'arrive pas à l'expliquer de manière un peu abstraite. Ouais, mais par exemple. Donc, j'exemplifie beaucoup. Mais ça, c'est normal. Si t'as pas appris à raisonner par abstraction, tu vas raisonner par exemplification. Tu donnes des exemples. Donc, tu vois, c'est tout ça que j'apprends. Et aussi mon écriture. Là, les fautes. La grammaire. Donc, c'est vrai que je pense que l'année du DAE, c'est l'année la plus dure. Et puis même pour surenchérir sur ce que tu dis, comment t'as fait pour gommer toute éthique de langage? Ah oui, c'est une bonne question. Bah, tu sais, déjà, je grandis à Paris jusqu'à 13 ans. Donc, je suis imprégné par mon milieu dans la manière dont je parle. Et puis après, je vais à Villiers et je suis imprégné par mon milieu dans lequel je parle. Et ensuite, je travaille dans l'animation. Et dans l'animation, c'est déjà là que j'ai commencé à gommer l'éthique de langage. Je suis face aux gamins. Donc, j'ai la question de l'exemplarité et la question de l'éducation, elle passe aussi par le langage qu'on utilise. Ça, je le comprends très, très vite. Donc, déjà, je travaille sur mon langage, j'essaye de mieux m'exprimer, mais bien sûr, j'ai beaucoup de lacunes en français, tu vois, dans ça, c'est la couverture, c'est mes notes de 3e. En français, c'est, je sais pas, j'ai 5, 6, 3 en maths, c'est ça le niveau global quand je sors du collège. Donc, en fait, la lecture va commencer à m'aider. Les discussions avec les autres, les sociabilités, les discussions avec les étudiants, les lectures, les cours. Mais en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Quand tu dis comment on enlève l'éthique de langage, c'est un chemin. C'est un chemin. Et puis, de toute manière, j'ai envie d'apprendre à parler correctement, mais j'ai pas envie de me débarrasser de la manière dont je parle au quartier. J'aime bien, en fait. J'aime bien nos codes langagés, j'aime bien nos métaphores, j'aime bien le ton, j'aime bien le bruit, j'aime bien le son qu'on a. On a une manière de parler entre nous et j'y suis attaché, mais j'y suis encore attaché aujourd'hui. Tu vois, c'est juste qu'il faut apprendre d'autres codes pour pouvoir les mobiliser. C'est juste des compétences de communication, mais ça vient progressivement. Et sans transition, parce qu'on va partout ici, tu sais, à propos de la culture, j'ai l'impression, encore une fois, je vais m'appuyer sur mes dires et mes conversations avec mes aînés, mais ils étaient beaucoup plus ouverts d'un point de vue culturel, d'un point de vue musical, d'un point de vue historique, et j'en passe. Ce qui fait que le champ des possibles était plus large. Tu sais, tout à l'heure, dans ton bouquin, tu parles de Yahya, d'accord, qui était un chevronné, hein, mais il t'a surpris. Parce qu'au détour d'une conversation, tu l'as vu parler de sociologie, tu l'as vu étaler son savoir comme ça, et les gens étaient appâtés. Et des Yahya, j'en connais beaucoup. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Non, c'est vrai. Mais on a plein de potes comme ça qui étaient extrêmement surprenants. Tu sais, la vie de quartier, il y a beaucoup de jeunes de quartier qui cachent un peu leur jeu au quartier. On est beaucoup à cacher notre jeu. C'est-à-dire, on a une vie de quartier et on a une vie en dehors. On l'assume pas toujours. On la montre pas toujours. C'est ça le mode caméléon dont on parle beaucoup. On est tous un peu des caméléons, c'est-à-dire on développe des compétences de communication qui nous permettent de circuler dans différents endroits. Et ça, c'est une marque d'intelligence humaine aussi. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Donc oui, cette question de l'ouverture, moi je pourrais pas te dire si les mômes aujourd'hui sont moins ouverts que nous on l'était, mais c'est vrai que on a grandi c'est vraiment un effet de génération. On a grandi à une période où je vais revenir sur la question du hip-hop. Le hip-hop démarre. Ça veut dire que si le hip-hop démarre, on aime la musique même avant le hip-hop. Donc, on est déjà ouvert à des tendances musicales qui sont extrêmement variées. L'offre de hip-hop, elle est beaucoup moins puissante qu'elle l'est aujourd'hui. Le hip-hop, c'est une musique marginale. Aujourd'hui, c'est une musique mainstream, hégémonique. Tu vois ? Et donc, forcément, nous, on grandit, si je te prends la culture musicale, avec de la chanson française, mais également le cinéma français classique. On grandit avec la soul, la funk, ma génération, beaucoup. C'est-à-dire beaucoup les musiques noires afro-américaines, mais également nos parents qui arrivent ici dans les années 70, ils baignent notamment dans les musiques traditionnelles, que ce soit West Af, nord-africaine, musique arabe, égyptienne, etc. Donc, il y a toutes ces influences-là. Et puis, le hip-hop vient comme ça s'ajouter et prendre une place considérable. Et ben ça, c'est valable, je pense, au niveau social. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à vouloir... à être peut-être moins politisé ou politisé différemment, à être très ouvert. Et en fait, on est dans une période où, vas-y, juste laissez-nous notre place, quoi. Donc, forcément, on a cette respectez-nous et laissez-nous notre place.
On demande pas plus, on demande pas. Aujourd'hui, je trouve que la configuration elle est différente. Aujourd'hui, le niveau de politisation, on a des petits frères et des petites sœurs qui militent et ils ont une pensée beaucoup plus construite, radicale, profonde. Du coup, ils sont davantage peut-être en confrontation. On était un peu moins en confrontation. En tout cas, je parle pour moi et les amis qui sont les nôtres. On voulait juste prendre notre place, quoi. On voulait kiffer avec les autres. Donc, il y avait moins de polarité, je pense. Donc oui, sur ça, la question de l'ouverture, elle est extrêmement importante. Et Yahya, en fait, il travaillait à Disney. Il travaillait dans les restos, les bars. C'est un bosseur, Yahya. Et puis après, il est encore monté. Il a monté son entreprise. Il est devenu commercial. Il a un parcours de fou derrière. Mais ça, c'est pas surprenant quand déjà à l'époque, il m'invite. Moi, il me dit viens, on a une soirée Disney. C'était quoi les soirées Disney? C'est on a des potes à Disney qui dînent dans les restaurants Disney, donc ils payent moins cher, avec d'autres salariés Disney. Et les autres salariés Disney, c'est des étudiants, des gens étrangers. Donc c'est très mixte en fait. C'est très cool. Et puis nous, on avait 19 ans, 20 ans, c'est comment on pense. On se dit, il y a des meufs, on y va, tu vois. On était, oui, c'était comme ça qu'on pensait à l'époque. Et lui, il vient. Et moi, il m'a pas prévenu. Hein. Il m'a pas prévenu. On discute et il commence à parler de psychologie. Il commence à balancer des concepts de psychologie, le moi, le surmoi, l'inconscient, le subconscient. Franchement, je capte pas du tout. J'ai pas les codes, j'ai pas les rêves. Je suis là. À côté de lui, je passe pour un Ahmar. Tu vois, j'avais un peu le seum quand même, Todd. Dans ma tête. Et je l'ai écrit dans ma tête, j'étais là. Il cache bien son jeu. Et, Yaya, tu connais la discussion. Donc vraiment, il était au corps. Bien joué. Moi, j'étais à respect, belle performance, etc. Et c'est vrai que dans la voiture, on rentre. Je lui dis, mais tu m'as fait quoi, tu vois? Et on en rigole. Et en fait, il me tend un livre. Il me tend un livre de vulgarisation de la psychologie que lui a tendu un tonton malien qui est dans un foyer, mais qui est travailleur, mais qui a une vraie culture psychologique, qui connaît son père, etc. Il lui dit, tiens, il lui veut du bien. Tiens, lis, il y a des choses que tu peux comprendre, etc. Il y a une espèce de chaîne. Donc, ce livre-là, il passe d'un foyer jusqu'au quartier à mon pote, et mon pote, il me le passe à moi. C'est intéressant de voir cette chaîne aussi. Et toujours avec la même intention de, je te veux du bien, tiens, ça peut t'aider. C'est des formes de solidarité et d'entraide. Donc, ouais, on était beaucoup à avoir cette curiosité, cette ouverture sur le monde, et même on essayait à chaque fois l'été de partir ensemble, de changer d'endroit où on partait. Donc oui, sur ça, je te rejoins. Ouais. C'était une grosse parenthèse, hein. Mais on va partout chez WSL, c'est comme ça. Alors pour rester un petit peu sur le DAEU, tu valides ton année et tu décides après d'aller à Toulouse. Ouais. Donc, moi, j'ai bien compris, toi, tu étais un élément central, un élément clé, au sein même du foyer, etc. La maman n'était pas forcément d'accord, mais pour le bien de son fils, elle a abdiqué, d'accord? Parle-moi, s'il te plaît, de ce nouvel environnement, d'accord? Et pourquoi la sociologie? Alors, pourquoi la sociologie, ça arrive avant? C'est-à-dire que je parlais d'Alice tout à l'heure, qui m'aide à travailler. Et chez elle, il y a un énorme bouquin de Pierre Bourdieu, qui est le plus grand sociologue français. Ce livre s'appelle La misère du monde. En fait, c'est des entretiens menés avec des gens des classes populaires et analysés par une équipe de sociologues. En fait, leur truc avec ce livre-là, c'est qu'ils voulaient rendre l'analyse accessible. Voilà. Ils veulent rendre l'analyse accessible. C'est pas réservé à l'université, c'est ouvert. C'est une analyse qui se veut ouverte aux citoyens. Et du coup, elle me dit, tiens, tu devrais lire ça. Moi, en fait, je vois le bloc qui fait 1 kilo, le machin, le livre. Donc, j'ai un moment de... J'ai dit, non, je peux pas lire ça. Moi, mes seules lectures, c'est France Football et l'équipe. Donc, elle me dit, non, tu devrais le lire. Tu choisis le chapitre que tu veux. C'est à la carte. Donc, elle me le prête. Et donc, je rentre à la maison, je commence à le lire. Et en fait, ce livre-là, il parle des déterminants sociaux. Il explique pourquoi il y a plus d'échecs scolaires dans les milieux populaires. Il explique pourquoi il y a plus de problèmes de santé dans les milieux populaires, pourquoi il y a moins de chances sociales, les logiques de détermination, les logiques de reproduction sociale. Et donc, en fait, moi, à partir de ce moment-là, d'une part, je découvre une science qui est puissante, en fait. C'est intéressant, la sociologie. Je dirais, indépendamment de ça, tu demandes à plein de lycéens qui ont fait des SES, des sciences économiques et sociales, souvent ils disent, mes cours, parmi les cours les plus intéressants, il y avait les sciences humaines, les sciences sociales et la sociologie, parce qu'on parle du monde. On parle des vies, on essaie d'expliquer, donc on navigue mieux comme ça. Donc c'est vrai que moi, je découvre cette science-là et je la trouve puissante. Et en plus, il y a un effet révélateur, c'est-à-dire qu'avec ces analyses, j'arrive à mieux me comprendre. J'arrive à mieux comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, et ça fait du bien. Hein. Et surtout, vraiment l'effet majeur de la lecture, c'est que je me dis, ok, en fait, c'est pas que moi, hein. C'est pas qu'une question d'intelligence,
C'est pas qu'une question de ma responsabilité. C'est pas que mes choix, etc. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent. Et donc, moi, ça me déculpabilise, ça me fait du bien et je découvre une science et je me dis, OK, je vais partir sur ça. J'allais partir sur la psycho grâce à ou à cause de Yaya, à cause du livre. Et là, je dis, non, c'est la socio que j'ai envie de faire. Si c'est ça, cette science, moi, je veux faire ça. Du coup, je m'inscris, je me dis, je vais faire de la sociologie. Et après, Toulouse, c'est une autre raison pour laquelle je pars à Toulouse. Je pars à Toulouse, je sais pas pourquoi j'ai mis Toulouse, je sais pas qui m'a parlé de Toulouse, mais je pars à Toulouse parce que c'est chaud au quartier. C'est tendu au quartier. Voilà, c'est chaud en famille, mais ça va, ça tient, mais c'est chaud au quartier, il y a des embrouilles en interne, des histoires judiciaires qui se transforment en embrouilles entre familles, et puis les familles, elles sont alliées à d'autres familles, et ça prend une coloration rebeu-renois, et ça devient très, très malsain. Et moi, je me retrouve pas du tout là-dedans. Et là-dedans, en fait, c'est tellement des affects qui sont forts, et c'est tellement de déceptions. Il faut savoir que nous, le quartier, on était un quartier assez solidaire, hein. Des fois, on sortait à 50, 60, dans des fêtes, des soirées, on organisait énormément de choses ensemble, des grands repas. Donc, on avait un petit esprit village. Et là, cet esprit village, il explose. Il explose à ce moment-là et je pense que tout le monde en souffre. Mais moi, au milieu de ça, hors de question que je rentre dans les polarités rebeu-renois. Je vois très bien où ça nous mène et je vois très bien d'où ça part. Et du coup, je me dis, est-ce que je vais pouvoir étudier dans ce contexte-là? Voilà. Est-ce que je vais pouvoir étudier en restant au quartier? Est-ce que ce serait pas bien de tenter un truc ailleurs? Et à ma grande surprise, Toulouse me dit oui pour l'inscription en sociologie, mais Toulouse me dit oui aussi pour avoir un petit studio au Crous, studio universitaire. Et là, j'ai cette discussion avec ma mère elle a besoin de moi, hein. Elle a besoin de tous ses enfants, mais moi, j'occupais une place comme avec mes frères et sœurs très particulière. Exact. Mais je le dis avec sa tête, je vois qu'elle dit non, mais avec sa bouche, sa conscience et son amour, elle dit oui. Moi, je m'arrête sur le oui et puis je me barre. J'ai bien vu ça. Mais ton bon relationnel avec les autres t'a permis aussi de mettre ton petit frère des années plus tard à Opéreux-sur-Marne au lycée, tu vois, donc d'où l'importance aussi d'avoir des bons rapports avec les gens, donc ça c'est magnifique. Et pour rester un petit peu sur Toulouse et sur la socio, moi je veux savoir, parce que Bourdieu, tu l'as cité à maintes reprises, clairement c'est un élément clé dans ta réflexion, etc. Mais comment t'as fait justement pour déchiffrer tous ces codes? Tu sais, moi je vais faire le parallèle avec la métaphysique, tu vois, René Guénon, mais de but en blanc et au premier rapport, tu comprends rien. Tu vois? Donc, moi, je veux que tu me dises comment tu as su déchiffrer tous ces codes, tout ce savoir. Parce que parfois, il faut passer du temps pour comprendre une phrase. Ouais. Mais moi, d'abord, si je devais résumer les choses, la langue scientifique, la langue des sciences humaines ou de la philosophie, c'est une langue très conceptuelle. C'est une langue très abstraite. C'est une langue à part entière. C'est comme si tu devais apprendre une langue, en fait. Et moi, je me suis mis en mode, OK, j'ai une langue à apprendre. Il faut que j'apprenne à la comprendre, il faut que j'apprenne à l'écrire pour mes devoirs, etc. Mais ça, c'est un apprentissage. Et c'est juste un apprentissage long. Ça demande vraiment de la persévérance, de la régularité. Pour le coup, tu bosses, tu lâches pas l'affaire. Et des fois, j'avais mal au crâne. J'avais des migraines. Je captais pas. Et puis, par exemple, pour les écrits de Bourdieu, en fait, la misère du monde, certes, c'est accessible, mais tout le reste est comme ces grands livres, c'est les héritiers, ces grands livres, c'est la reproduction, et tout le reste est difficilement compris, accessible. Du coup, moi, ce que je faisais, c'était de couper les phrases. Tu vois, j'avais une longue proposition théorique, voilà, j'ai un paragraphe, et moi, je découpe les phrases avec un crayon de papier en unités de sens, tu vois. Et j'allais d'abord comprendre la première unité, et je notais sur mon cahier l'idée, et puis je déchiffrais la deuxième, je notais l'idée, je déchiffrais la troisième. Donc, je prenais énormément de temps au départ à déchiffrer, mais une fois que tu as déchiffré une fois, deux fois, trois fois, bon, bah, c'est bon, c'est les mêmes mots qui reviennent en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que oui, c'est un effort au départ, mais après, les trucs, ils rentrent, parce que le cerveau, il est plastique, hein. Comme je le répète, c'est pas un problème d'intelligence. Le cerveau, il est très plastique, il s'adapte, et tu le pousses en termes de niveau de complexité, il va te dire au début, oh, tu me fais quoi? Ton cerveau, il va pas saisir, mais il va s'entraîner. Voilà. Il va s'entraîner, et puis, au fur et à mesure, ce qui est très dur va le devenir un peu moins dur, ce qui est un peu moins dur va devenir un peu plus simple, et puis tu le pousses. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça, plus tu le stimules, plus il va avancer. Le cerveau, il est pas figé, hein, c'est pas un bloc de béton.
Ça me fait plaisir de converser avec toi. Je vais me répéter, Pareil. Marouane, hein, Pareil. sincèrement, c'est très bien. Et tu rentres en profondeur et tu t'amuses clairement. Tu fais de belles rencontres. Je pense notamment à Nicolas Mangione. Ouais, tu vois, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'ouvrage. Pourquoi avoir eu cette envie, justement, d'étudier le groupe de Toulouse, là, des Ultras? Pourquoi? Les Indiens Tolosa. Bah, d'abord, la rencontre avec Nicolas, là, important. Tu vois, tu sais ce que c'est la vie de quartier. Bien sûr. À combien de personnes on serre la main tous les jours? Avec combien de personnes on discute? Il nous faut combien de temps pour gratter une voiture? Il nous faut combien de temps pour gratter des mains? Pour descendre un meuble? Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, c'est ça notre vie, dans toute sa beauté. Et le déracinement, genre tu pars, tu serres plus de main, t'as plus de numéro, t'as plus de voiture à gratter, tu sais même pas avec qui parler, aller traîner, c'est ça le déracinement, c'est la solitude en fait au départ. Donc moi, quand j'arrive à Toulouse, je suis dans ma studette, c'est dur, ouais. J'ai envie de remonter en fait. J'appelle tout le monde, mais c'est pas les forfaits d'aujourd'hui. Moi, j'avais pas le forfait Millennium là. Ça coûte cher. Tu vois, je remonte dès que je remonter. Donc non, c'est dur. Faut pas se mentir, c'est très dur le déracinement. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment repensé à nos parents. Là pour le coup, premier déracinement à Toulouse, je repense à nos parents. Sincèrement, parce que je me suis dit waouh, c'est même pas une région à une région. Ils partent d'un pays, ils arrivent et ils maîtrisent pas forcément la langue. Donc là, j'ai vraiment pensé à tous nos parents, tous les parents qui migrent et qui maîtrisent pas forcément tout. Donc moi, j'arrive là-bas et la question c'est ok, il faut d'abord construire une vie sociale. C'est plus important avant de commencer par les études. Et on est des footeux. Comment tu veux construire ta vie sociale? On aime le sport et on sait à quel point c'est un vecteur de lien social le foot. On peut parler avec des gens qu'on connaît pas juste si on a un ballon. Et du coup, je m'inscris dans l'équipe de l'université. Je cherche des clubs à Toulouse, je vais faire des essais à droite à gauche. Je regarde s'il y a le club de futsal ou des créneaux de futsal pas trop loin, parce que j'habitais pas loin de Ampalo, une cité de Toulouse. Donc j'essaie de me renseigner comme ça pour voir tout ça. Et puis il s'avère que Nicolas, c'est un passionné de foot, c'est un supporter du Toulouse Football Club. Donc lui, c'est un vrai supporter. Il est en sociologie avec moi. Et donc on se retrouve à la fois en sociologie et dans le club de foot. Donc la connexion, elle se fait directement. Ce mec-là, c'est une crème. Il est en reprise d'études, c'est un mec qui est très à gauche, il est dans les milieux alternatifs. Et quand je te parle de quelqu'un qui est très à gauche, c'est que tu as des gens, ils sont à gauche, c'est de la posture, Exact. c'est de la rhétorique. Et tu as des gens qui sont à gauche, c'est-à-dire les valeurs, les idées et les comportements, ils sont alignés. Nicolas, c'est ça. Et donc, il est tout de suite dans la solidarité, tout de suite dans l'entraide, tout de suite il repère en fait, et il m'ouvre à ses milieux sociaux. On travaille ensemble. Il a des amis qui sont à la fac. Donc, mes premiers cercles sociaux, ça passe par Nicolas. Et donc, on se dit même, viens, on bosse nos sujets, nos mémoires, nos dossiers de recherche ensemble. Lui, c'est un supporter de foot. Moi, je kiffe le foot. Et on se dit, vas-y, viens, on fait les supporters de foot de Toulouse. Donc, c'est le groupe qui s'appelle les Indians Tolosa. Et donc, on contacte le responsable qui nous accueille. On va faire de l'observation au stadium. Comme ça, on joint l'utile à l'agréable, et on rend notre premier mémoire, petit mémoire de recherche sur ça. Ouais. C'est très bien. Et ta scolarité, tes 2 ans à Toulouse se passent relativement bien, tu fais de belles rencontres, etc. T'emmagasines de l'expérience. Après, tu reviens à Villiers, d'accord? La commune a changé de bastion, ok? C'est passé à droite. Toi, comment t'observes tous ces changements, ou du moins tous ces changements? Ça dépend. D'un point de vue politique, ouais, la ville, elle a basculé, elle a basculé juste avant que je reparte. Ça a été une des raisons aussi qui a fait que j'en avais un peu marre de l'animation. Travailler dans l'animation sous la droite, ça avait rien à voir en termes de souplesse, d'organisation administrative, d'orientation et de moyens que de travailler dans l'animation à l'époque de la majorité de gauche, où on avait une vraie liberté, des vrais moyens. L'éducation populaire, c'était important, ça faisait sens. Du coup, l'expérience n'est pas la même. Et je reviens, oui, tu as une forme de durcissement. Et puis surtout, cette droite-là qui arrive, très rapidement, elle se dit, tous les espaces d'autonomie, toutes les voix un peu critiques, soit on les étouffe, soit elles taffent pour nous. Donc ça se durcit même dans le secteur associatif. Même dans le monde de la prévention spécialisée, le centre social, il y a l'idée de le municipaliser. Et en fait, moi, je reviens de Toulouse aussi. Ce qui est important, c'est que il y a encore les embrouilles au sein du quartier. Il y a encore des tensions au sein du quartier.
Et là, je me dis, et moi, ma première motivation, c'est de créer un collectif ou une asso pour travailler sur les tensions entre quartiers. D'ailleurs, l'asso que je crée, je la crée en 2001. C'est-à-dire, juste après mon retour de Toulouse, je crée une asso, ça s'appelle l'association C'est nous. C'est nous, c'est devenu un club de foot en salle qui existe toujours. Et en fait, je crée C'est nous, mais regarde le nom de l'asso. C'est nous. Tu vois, tout est dans le nom de l'asso. À la fois l'identification au quartier, parce que nous, c'est NOE, c'est Haute-nous, mais c'est nous, les gars, on est ensemble. En fait, c'est ça le message que j'essaie d'envoyer. Et on va utiliser le futsal, mais on va utiliser d'autres moyens comme les séjours, une vraie présence dans l'espace public. Et là, je suis pas tout seul. Qui dit une asso, dit un collectif. Il y a des frangins et des frangines qui sont avec moi. Et on a toujours été plusieurs à développer l'association. Et forcément, nous, on est indépendants dans notre tête. Puis moi, je me suis un peu politisé à Toulouse, tu vois. J'ai lu des choses sur l'autonomie politique, les luttes des quartiers populaires, les luttes de l'immigration. Je commence à lire des choses, j'assiste à des conférences. Donc, je reviens davantage conscient, davantage critique et davantage politisé. Du coup, moi, je suis pas contre la municipalité au départ. Mais l'attitude de la municipalité fait qu'il va y avoir des frictions parce qu'on va pas se laisser faire. Et donc, ouais, là, il y a des espèces de luttes politiques qui vont commencer à se mettre en œuvre. Mais on se mobilise aussi pour des choses qui nous tiennent à cœur. Moi, par exemple, en 2003, j'organise un rassemblement contre les violences policières à l'échelle locale, parce qu'il se passe des choses qui sont pas acceptables. Donc voilà, nous on est, tu vois, c'est vraiment un collectif d'assos, c'est histoire de se rassembler, de créer un nous dans le quartier, mais on n'a pas d'ambition politique en tant que telle. Et puis voilà, il faut essayer d'avancer, de recréer le lien qu'on avait un peu perdu. Et quand ils te voient arriver de Toulouse avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus aguerri, est-ce que t'es craint? En fait, je pense que c'est même pas une question de crainte, c'est que dans le système, dans beaucoup de villes, dans la manière de gouverner les quartiers populaires, de gouverner les cités, on ne tolère pas les voix critiques et autonomes. Dans le jeu politique local, les voix critiques et autonomes, surtout très indépendantes, c'est pas qu'elles inquiètent, mais surtout il y a une espèce de forme de mépris aussi, parce que il y a à la fois la droite qui peut être inquiète parce que pour le jeu électoral et qui se dit ceux-là ils vont peut-être devenir une force et se présenter aux élections. Je me suis jamais présenté, j'ai jamais eu envie de me présenter, mais il y avait cette croyance-là et elle continue à traîner cette croyance. Donc, il y avait cette peur peut-être dans le rapport de force politique, mais même l'attitude soi-disant des alliés de gauche à l'échelle locale, elle n'a pas été géniale. Parce que eux, c'est pas tant on a peur de toi, mais il y a un truc de paternalisme, voire même de reste de paternalisme néocolonial que j'ai ressenti. Donc, eux aussi, ils n'ont pas trop bien accueilli. L'écosystème associatif, plutôt à gauche, a pas forcément très, très bien accueilli mon initiative associative. Et donc, moi, je me suis un peu crispé à ce moment-là. Et puis, on a continué à avancer à travers nos activités avec les jeunes pour défendre ce qui est important pour nous. Ouais. Et tu sais, quand moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains politiques ici, et à travers nos échanges, je leur disais de manière très subtile par moment que ce qui leur manquait des fois c'était la sensibilité, c'est-à-dire la méconnaissance du terrain, la méconnaissance des gens, clairement. Et toi en l'occurrence c'est le cas inverse, parce que même, on en parlera un peu plus tard, mais quand t'as fait ta thèse, t'as noué une relation de confiance avec les familles qui ont accepté de te parler, de te faire rentrer chez eux, de te confier des choses, parce que tu incarnais t'étais presque la confiance personnifiée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que, pour ne pas perdre le fil de ma question, tu penses que c'est une prépondérante indispensable? Oui, alors, quand tu es sociologue, mais même quand tu fais du travail social, c'est essentiel de rassurer, de donner des garanties pour les personnes qui te parlent. Moi, clairement, s'il n'y a pas toutes ces personnes qui acceptent de se confier, de m'aider à comprendre, parce que c'est ça, ils m'aident à comprendre. C'est eux les experts de leur vie. Moi, en tant que sociologue, je viens faire une synthèse. Mais c'est eux qui sont les experts, les premiers experts de leur propre ville. Donc, ils me donnent du savoir, pas seulement leur vie. Donc, moi, je suis très reconnaissant, vraiment très reconnaissant à l'égard de
tout le monde là aujourd'hui, mais que ce soit les institutions, des gens en détention, des gens qui sont dans la rue, toutes ces familles, tous ces jeunes, etc., qui m'ont fait confiance. Bien sûr, ils ont directement contribué à ma trajectoire et à ma carrière. Donc moi, le minimum, on me fait confiance, c'est de garantir et la confidentialité et le respect de la dignité. C'est le strict minimum. Et moi, j'ai un principe, hein, c'est que moi, je protège tous mes terrains, quels que soient mes terrains. Je protège tous mes terrains. Toutes les personnes qui participent à mes recherches, j'ai un principe, c'est que je les protège, même s'ils disent des dingueries, même s'ils font des dingueries. Je peux pas venir leur demander de me dire et derrière de pas garantir, de pas les protéger. Donc moi, c'est comme ça ma ligne de crête, et même sur des sujets extrêmement sensibles, j'essaie toujours de garder ça en tête parce que c'est le minimum qu'on doit à des gens qui aident déjà la recherche scientifique, aident à la production de savoir. Et plus personnellement, m'aide à réaliser mon travail et à effectuer ma carrière. Mais je suis extrêmement reconnaissant. Et tu as raison au niveau du politique. On a, ça dépend. On a des politiques aujourd'hui qui viennent de l'expérience sensible, qui ont une expérience sensible. On a des politiques qui ont traversé des expériences qui les amènent à mieux comprendre. Mais c'est plus à l'échelle locale qu'on peut repérer ça. Moi, à l'échelle gouvernementale, les élites gouvernementales, c'est des caricatures c'est des prototypes en fait. C'est des prototypes, toujours les mêmes écoles, les mêmes espaces. Et depuis le départ, ils sont déconnectés de la vie du plus grand nombre. Depuis le départ, ils sont déconnectés de la vie du plus grand nombre. Et ouais, quand on regarde les trajectoires des gens qui sont au gouvernement, etc., et puis on en a même qui arrivent au gouvernement alors qu'ils ont une trajectoire qui est faite de chemin de traverse, on dirait qu'ils ont tout oublié, en fait. On dirait qu'ils ont tout oublié. Parce que l'ambition politique, la carrière politique, et puis même le système politique en lui-même, il produit de la déconnexion. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça m'a jamais intéressé. La peur de perdre cette connexion. Donc ça, c'est moins vrai à l'échelle locale, beaucoup plus au niveau national. Et je pense que même dans les carrières, il faut être capable de repenser les choses. Tu prends un politique qui pense qu'il y a des certitudes sur un sujet, tu l'amènes pendant 2 semaines à vivre le sujet dont il parle et sur lequel il prétend nous apporter des solutions. Tu verras que son regard sera pas forcément le même, à part qu'il soit complètement enfermé dans son idéologie. Mais là, on n'y peut rien. Et alors, toi, tu es en train, je me répète une énième fois, en train de prendre de l'expérience, en train de te confirmer, etc., de t'affirmer. Est-ce que il y a des sociologues qui t'ont poussé à emprunter cette voie? En fait, oui. En fait, pour résumer les choses, c'est à chaque moment, il y a des gens qui m'ont poussé. À chaque étape. À l'université et pas à l'université. À l'université, à chaque moment. Moi, par exemple, je vais en licence, j'arrive à Nanterre, moi, pour la licence RER-A. J'arrive à Nanterre, je fais 2 années à Nanterre, licence et Master 1. Et c'est à Nanterre que, tu sais, le Master 1, on nous demande de faire un mémoire. Un mémoire, c'est pas un petit dossier de recherche. Un mémoire, c'est une mini-recherche. Et surtout, il y a un travail sur l'écriture. C'est un peu un moment vérité. Hein. Est-ce que tu es capable de pondre? Est-ce que tu es capable d'écrire? Est-ce que tu es capable d'organiser une recherche? Donc, tu as appris tout ça, vas-y, mets-le en valeur et puis montre que tu es capable. Et là, moi, je fais un mémoire de recherche sur les affrontements entre quartiers, entre Bois-l'Abbé-Hautenoux, Champigny-Villiers. Je fais mon mémoire dessus, donc j'interroge à la fois des gens de Villiers et les gens, des jeunes du Bois-l'Abbé, via des collègues surveillants, via des connexions que j'ai au Bois-l'Abbé, etc. Je fais ce mémoire-là, et moi, je suis focalisé sur l'écriture. Je me dis, mais j'écris mal, je fais des fautes, c'est mal construit. Donc moi, je suis focalisé sur l'écriture. Et mes directeurs, notamment mon directeur de mémoire, qui est un sociologue à Nanterre qui s'appelle Stéphane Dufoy, qui est toujours prof à Nanterre, lui, pour lui, la forme, elle est secondaire. Parce qu'il pense que l'écriture peut encore progresser. Et l'écriture, elle progresse tout le temps. L'écriture progresse tout le temps. Elle n'arrête pas, elle ne cesse pas de progresser. Plus on écrit, plus on progresse. Lui, il regarde le fond et il me dit, c'est lui qui, le premier à me dire, vous avez vraiment des capacités fines d'analyse. Ce que tu as dit tout à l'heure pour l'animation. Vous avez vraiment des capacités fines d'analyse. Et ça rentre dans ma tête. Ok. Lui, il m'a mis un petit shot de confiance.
Voilà. Donc, vous avez des capacités fines d'analyse, c'est très fin, ça c'est très intéressant. Et je les voyais quand on était dans la soutenance avec Yolande Dilas, ils étaient là en train de me dire, non, ça on a beaucoup apprécié. Et je me dis, et moi, tu vois, le manque de confiance. Je me dis, vas-y, ils se foutent de ma gueule en fait. Ils sont pas sincères, ils veulent faire plaisir à un petit quartier. Tu vois, j'ai cette petite musique là dans la tête en me disant, est-ce qu'ils pensent ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils pensent ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils pensent ce qu'ils disent? Parce que j'ai pas confiance encore. Mais ils m'ont mis la petite graine quand même. Et là, je rencontre la même année un autre sociologue qui s'appelle Laurent Muchelli, spécialisé sur les questions de délinquance, de violence, qui vient de publier un livre, Violence et insécurité. Donc, c'est un intellectuel qui est très, très à gauche, etc., qui, à l'époque, travaille que sur les questions de sécurité. Et je lui envoie un mail en lui disant, j'ai kiffé votre livre. Moi, je travaille sur les affrontements entre bandes, mais il était au CNRS, tu vois. Et pour moi, le CNRS, t'as vu ce que c'est pour nous, le CNRS, quand Bien on sûr. est chien? Genre, des fois, on a des mecs qui jouent les intelligents, et nous, on les vanne, on dit, mais t'as cru que t'étais au CNRS ou quoi, tu vois, ou t'as cru que t'étais à la NASA, donc c'est une blague. Pourquoi c'est quelque chose de très distant. C'était nos blagues quand on était ados. Monsieur, il est au CNRS. Pardon, excuse-nous. Tu vois, on était dans ces blagues-là. Et lui, il me répond, et moi, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, il y a un mec du CNRS, il m'a répondu, quoi. J'étais là, j'étais tellement fier. Il me propose rendez-vous. On se voit, on boit un café, ça m'intéresse ce que vous faites. Du coup, j'y vais, je lui ramène mon mémoire. Il le regarde, il le lit, il le discute, tu vois, et lui, il me dit, non, c'est très bon, venez avec moi, venez, moi, je suis dans le meilleur labo de sociologie de la délinquance en France, c'est le CESDIP à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et venez nous rejoindre. Il y a un des boss de la sociologie de la déviance, Philippe Robert, qui est là-bas. C'est un ancien magistrat, c'est lui qui a construit le champ, donc c'est vraiment une figure importante de la sociologie de la déviance et des questions pénales en France. Hein. Et il me dit, venez faire votre DEA, c'est-à-dire le Master 2 recherche là-bas, parce que vous avez un vrai potentiel en termes de recherche. Et là, ça fait 1 plus 2. Et puis, des étudiants avec qui je suis, ils regardent, j'ai une bonne note au mémoire, je lui dis 7, quoi. Ils m'ont dit, fais voir ton mémoire, ils lisent, franchement, bien, etc. Bon, voilà, là, il y a un truc qui se joue, mais c'est pas moi qui me dis tout seul, avec mon ego surdimensionné, c'est pas moi qui me dis, ça y est, je suis arrivé là, j'ai réussi. Je suis encore en mode, de manière, si je rate, je vais taffer, quoi. Si je rate, j'arrête. Si je rate, c'est que c'est pas fait pour moi. Et tant que je réussis, je continue. Tu vois, je joue, je gagne. Allez, je continue. Et en fait, ça se fait comme ça. Donc, je le rejoins au CSD, puis il me connecte avec Philippe Robert. Je fais un mémoire, un deuxième mémoire en Master 2, très, très, très théorique sur la sociologie des gangs, mais aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Donc, vraiment, je me renforce d'un point de vue théorique. Je m'attache à cette thématique-là. Elle est importante pour moi, la question des bandes de jeunes, de la délinquance, parce que c'est des questionnements qu'on a plus jeunes. Pourquoi nos potes? Pourquoi le mur? Pourquoi la prison? Pourquoi ces impasses? Pourquoi ces villas? Donc, j'essaye de comprendre. Et je me dis, le Marouane sociologue, il peut peut-être aider le Marouane responsable associatif à mieux agir. C'est ça mon raisonnement. Et on me propose de faire une thèse de doctorat. Et c'est très bien déjà de lui rendre hommage comme tu le fais à ce monsieur, parce que d'un revers de main, il aurait pu balayer ce mail. Et moi, je suis toujours admiratif des gens qui sont déjà accomplis et qui tendent la main justement aux plus jeunes. Franchement, chapeau. Et c'est ce même Laurent Muchelli qui t'a poussé justement à passer le fameux concours, tu vois, donc que t'as obtenu. Mais il y a eu un mais, clairement. Parle-moi, s'il te plaît, de ce que le public ne voit pas. C'est-à-dire, t'es basané. Tu viens d'un quartier populaire. Ces choses que tu as très mal vécues. Et d'ailleurs, Hakim Oulassi aussi. Hakim Oulassi, 3 années de suite. Oh, c'est terrible, terrible. Quel sentiment t'animait? En fait, c'est dur de rentrer à l'université quand on est d'origine populaire, parce que le tri se fait avant. Mais une fois que tu rentres, notamment dans les filières pas sélectives, et que tu bosses, bien sûr, que tu fais le taf, t'avances, quoi, t'as pas trop de difficultés. Et plus tu avances, plus ça redevient très compétitif. Ça redevient très compétitif pour avoir des places en master, ça devient compétitif pour avoir une inscription en doctorat, et surtout, ça devient compétitif pour avoir une allocation, un financement pour mener ta thèse. Et enfin, une fois que tu as eu ta thèse, c'est très compétitif pour avoir un des rares postes permanents, un poste de titulaire à l'université, dans la recherche publique, etc. Ça redevient très compétitif. Et dès lors que ça redevient compétitif, les galères qui reviennent. Mais c'est quasiment tous les ans, à toutes les étapes.
première galère, quand je suis en Master 2, tu as le responsable de Master 2 qui veut me virer. Pourquoi il veut me virer? Parce que je rate un cours. Pourquoi je rate un cours? C'est un cours optionnel. Je rate un cours parce que je bosse à plein temps. Pourquoi je bosse à plein temps? Parce que tu sais ce que c'est d'être soutien de famille, en fait. Faut que tu te finances toi, mais tes frères et sœurs, je reviens à la question économique parce qu'elle est centrale. Les budgets sont ric-rac, en fait. On n'est pas dans le trou, mais il n'y a pas de marge, tu vois. Donc, et donc j'explique ça. Et le mec, en plus, il est spécialiste des inégalités scolaires. Il écrit dans ses bouquins que l'origine sociale joue beaucoup sur la qualité des scolarités. Et moi, tu veux me virer de parce que je rate un cours d'option. Et en fait, je capte pas au début. Je capte pas, je lui envoie tous les justificatifs, il veut quand même me mettre de côté. Du coup, je me tourne vers Mukieli, Philippe Robert, mon labo. Et là, eux, ils comprennent un truc que moi, je capte pas au début. Et ils lui rentrent dedans. Et là, le game change parce que c'est pas un étudiant qui a pas de relais. Là, c'est des gens qui sont installés, qui sont très médiatisés. Du coup, ils ont un pouvoir qui est pas le mien. Et ça me règle ça me règle ma question. Je finis, j'ai mon débat. Mais en fait, le truc derrière, l'enjeu, à mon avis, derrière ce truc-là, c'est que il y a très peu d'allocations doctorales. Ça veut dire un financement pendant 3 ans pour mener ta thèse. Et moi, j'étais, d'après eux, assez bien placé pour, si je candidatais, pour l'avoir. Tu vois, en amont. Et moi, avec mes mauvais réflexes, je me sens vexé. J'ai un truc de fierté. Et en mode, vas-y, je m'en fous de son allocation. Tu vois, les réflexes qu'on a des fois. On nous pousse. Et nous, on pense on nous pousse pour nous exclure, et nous, on s'auto-exclut derrière en pensant qu'on est fier. Tu vois le délire. Donc, moi, je candidate pas, et je pense que c'est ce qui était voulu, mais le problème du financement se pose. Donc, tu vois, première galère qui arrive. Pour mon inscription, mon rattachement au labo où je vais, ça met des mois avant d'avoir une signature. C'est chelou, c'est pas habituel. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui arrivent, et puis ensuite, je rentre, j'ai une bourse de thèse financée par la Caisse nationale d'allocation familiale. Et il y a une dame au sein de la commission qui attribue les thèses, qui a vu mon sujet, qui a vu mon parcours, vu le contexte politique, a dit, lui, il faut le défendre. Je la connais pas. Hein. Mais tu vois, les alliés de l'intérieur, en fait. Des gens qui disent, ça, c'est un sujet qui est important, ça, c'est un profil qui est important, on a besoin de ce savoir-là. Et puis, tu sais pourquoi, à mon avis, elle s'en est saisie. Tu avais tous les appels à supprimer les allocations familiales des parents dont les enfants ont des casiers ou posent des problèmes. Tu vois, c'était ça le contexte où il y avait plein de gens qui faisaient cette proposition. Et elle voulait avoir un travail de recherche qui montre les liens entre famille et délinquance, famille, origine sociale et délinquance. Donc, j'ai cette bourse-là. Et ensuite, j'ai mon doctorat. Ça se passe très, très bien. Et ensuite, ça redevient encore plus compétitif pour avoir un poste. Du coup, soit on va à l'université. Moi, à la base, je voulais candidater qu'à l'université. Je me suis dit, bon, allez, peut-être que je vais pouvoir y arriver. C'est même pas sûr. CNRS, c'est encore plus compétitif, ça m'avait l'air trop loin. Et Laurent Mukieli, mais également Serge Pogam, qui va éditer mon bouquin, Serge Pogam, et d'autres à l'université, je peux pas citer tout le monde, eux me disent, Marouane, tente le CNRS, t'as le niveau. Voilà. Et eux, ils ont siégé dans les commissions, ils savent les dossiers qui arrivent. Non, t'as le niveau, t'as un super projet. Mon projet, c'était sur les sorties de délinquance. Comment les gens sortent de la délinquance. Donc, j'ai travaillé sur ce projet-là. Il me dit, t'as le niveau, t'as un super projet, t'es connecté au terrain, t'es connecté aux institutions, tu travailles un petit peu avec tout le monde, t'es en mesure de le faire. Donc, c'est eux qui me mettent la petite graine et je me mets à écrire un projet de recherche à CNRS, à monter mon projet, à préparer mon audition. La première année, je suis bien classé, mais pas recruté. Et la deuxième année, en 2009, il y a 2 postes pour toute la France. Faut savoir, quand je dis c'est compétitif, 2 postes dans la commission sociologie et droit pour toute la France, à se partager entre juristes et sociologues. Et donc, on est des dizaines et des dizaines de candidats. Et puis, à la première commission, c'est les scientifiques. Ils analysent tous les dossiers, ils font des classements, ils font un vote. Donc, il y a une analyse scientifique. C'est des gens qui connaissent les dossiers et eux me classent premier. Je suis classé premier en 2009. Et puis, il y a une deuxième commission ensuite, quelques mois après. Ça, c'est des gens qui sont nommés par l'administration. En fait, leur job, c'est de vérifier si les recrutements se sont faits de manière équitable, s'il n'y a pas de plainte, et puis si finalement les recrutements ils correspondent à la politique générale du CNRS, qui a une politique des sciences. Et eux, ils me déclassent. Je passe de premier à troisième, mais il n'y a que 2 postes. Du coup, je perds mon poste. 4e passe 2e. Et là, moi, j'ai un seum, mais un truc qui monte, mais vraiment le sentiment d'injustice. Mais ça m'a jamais autant fait mal. Et ça m'a jamais autant fait mal parce que
Ça, c'est une petite musique qu'on connaît. Hein. La phrase que j'ai entendue là au moment où j'ai reçu le truc, j'ai vu le truc, je suis déclassé, on m'a appelé, on me dit Marwan, t'as été déclassé, etc. Moi, ça m'a renvoyé à tous les moments où on t'a dit désolé, ça va pas être possible. Tu vois, c'est très familier. C'est très familier le désolé, ça va pas être possible. Mais désolé, ça va pas être possible. Ici, à ce niveau-là, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Tu reviens, tu t'accroches, tu tapes, tu escalades, t'arrives, vraiment le nombre d'efforts. Et puis les gens, il y a des sacrifices derrière. La famille, elle se sacrifie, elle fait tout pour que tu réussisses. Toi, tu sacrifies tes vacances parce que c'est aussi ça aussi. Écriture, tu pars pas, tu penses qu'à ça. T'arrives là, tu réussis le concours, les scientifiques te valident. Et puis t'as une commission comme ça qui te dit vas-y, bouge. Et donc moi, là, je le vis de manière extrêmement sentiment d'injustice plus. Mais là encore, je me retrouve pas tout seul. Tu vois, je me retrouve pas tout seul. On peut voir ça comme ça. Au sein de l'institution, tu as des gens qui trouvent ça pas normal. Donc, il y a des gens qui écrivent, il y a la commission, les gens de la commission scientifique qui écrivent aussi, qui se fâchent. Tu as des gens qui menacent de saisir la HALD, c'est le défenseur des droits, tu vois, la haute autorité de lutte contre les discriminations. Puis moi, j'ai des potes associatifs aussi, des gens du Petit Nanterre, qui sont en contact avec les politiques, qui invitent souvent le politique pour des débats. Bah, ils prennent leur téléphone, ils disent il s'est passé un truc de dingue quand même, c'est pas normal en fait. Comment vous voulez qu'on croie à votre discours de le mérite, même là en fait, le mec il se fait jeter. Donc c'est vrai que ça a été un moment de mobilisation. Les syndicats sont mobilisés, l'Association française de sociologie. Tu vois, je suis juste doctorant, tu vois, donc moi ça me touche tout ça aussi. Ça me touche, tu vois. Ouais, t'es pas tout seul en fait. Il y a une question des principes, les gens ont des principes, il y a des principes de justice. Et donc finalement, il y avait des postes qui avaient été gelés, ils sont dégelés. Et il y en a un qui m'est attribué comme ça. Donc c'est comme ça que je rentre au CNRS, mais ça a été tendu. Mais en fait, ça, je te le parle pour le CNRS. Une fois que je suis rentré, en fait, c'est une institution dans laquelle je me sens très bien maintenant. C'est une institution que j'ai traversée. Je travaille dans de très bonnes conditions. Et des fois, je travaille dans de meilleures conditions que beaucoup de collègues, y compris de conditions matérielles. Avec les institutions, tu vois, je te dis ça a été l'entrée. Mais une fois que je suis rentré dedans, bah, tout de suite, j'ai pu développer mon travail, être soutenu, mais y compris par l'administration ou mon laboratoire. Donc c'est bien d'avoir une vision très, très globale. Mais ce moment-là a été un moment clé, ouais. L'abnégation, la résilience. Solidarité. Et en tout cas, c'est bien parce que tu essaies de n'oublier personne. Toutes les personnes qui t'ont aidé à justement aller au bout. Ouais. D'accord? Parce que clairement, il y avait une grosse forme d'injustice. Donc toi, tu es en train de contredire ce que j'ai essayé de te faire dire. Il y a comment toi, dans ton éducation, dans ta mentalité, dans ta manière d'être aux gens, tu vois, comment toi, finalement, ça, donc ton histoire et l'histoire de tes relations avec les gens t'ouvrent ou te ferment des portes, parce que ça joue beaucoup l'humain. Tu vois, si tu laisses un bon souvenir à quelqu'un, et s'il peut te donner un coup de main, ce souvenir va jouer. Exact. Ce souvenir va jouer. Donc, mais il y a aussi, moi, j'insiste beaucoup, moi, dans ce livre-là. J'aimerais pas qu'on le voit comme un livre de réussite individuelle. J'aimerais pas qu'on le voit comme. C'est pas ce que je veux raconter. En fait, je veux pas qu'on le voit comme un truc d'inspiration ou le truc de rôle modèle. Tu vois, toutes ces expressions-là qui finalement tendent à beaucoup individualiser les parcours. Moi, je veux pas du tout qu'on le voit comme ça. Et c'est pas ma vie en fait. J'ai fait ma part. J'ai pas avancé malgré moi, quoi. J'ai fait ma part. Faut faire sa part. Hein. Quand je dis j'ai taffé, j'ai taffé. Je suis rentré à l'université, j'ai taffé. Mais j'ai aimé le faire. Ça faisait sens. J'étais motivé, tu vois. Mais j'ai pu vouloir. C'est ça que je suis en train de dire. J'ai pu vouloir grâce aux autres. Il y a tous les niveaux. Et je pense que dans toutes nos vies, dans nos vies, en fait, si on avance, si on a des petites victoires, si les choses s'améliorent un peu, il y a souvent l'intervention de quelqu'un. Il y a souvent l'intervention de quelqu'un. Et en fait, je trouve que, tu sais, on est dans une période où le discours individualiste, néolibéral, de quand tu veux, tu peux, je me suis fait moi-même, tout ce discours-là est très, très fort. Il est relayé par les cultures populaires, il est relayé par les médias, la fiction. On aime bien les figures, on aime bien héroïser. Mais même les héros ne sont pas faits tout seuls. Même ce qu'on appelle les héros ne sont pas faits tout seuls. Ça n'existe pas, on est en société, en fait. On peut pas décider par soi-même de ce qu'on va faire. Il y a forcément, à un moment donné, je dis pas qu'il y en a eu beaucoup tout le temps, mais il y a forcément des gens qui sont des alliés et on a une tendance à les oublier, mais avec une vitesse.
Moi, j'ai 7 ou 8 pages de remerciements, mais en fait, mon stress, c'est que je me rends compte après la publication qu'il y a des personnes que j'ai encore oubliées. Et des fois, le soutien, l'aide, c'est pas un soutien direct. Les gens s'en rendent même pas compte, en fait. Il y a des gens avec qui je discute, que j'ai revus, à qui j'ai dit merci. Mais en fait, ils étaient même pas du tout dans une démarche d'aide. Mais ils t'ont aidé. C'est des fois un conseil, des fois c'est un mot, des fois c'est un numéro de téléphone, des fois c'est un petit encouragement, des fois c'est un clin d'œil, tu sais, qui arrive au bon moment. Tu vois, moi, j'essaie de pas être amnésique, j'essaie de pas être ingrat, j'essaie de pas être égocentrique, c'est pas mon truc. Tu vois, c'est pas vrai, en fait. Voilà. Si je raconte ça, je mens. Voilà. Parole pleine de sens, ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'analogies avec le foot. Hein. Ouais. Benzema, tu disais, c'était le ballon d'or du peuple. Clairement. Et ça aussi, c'est fait pour le peuple. Clairement, parce que c'est la résilience. C'est ce que je te disais tout à l'heure au début de notre échange. Tu reviens de loin et au service des nôtres. Mais quand je dis nôtres, c'est pas que notre communauté. Hein. C'est de tous ceux qui veulent réussir. Tous ceux qui veulent croire en leurs rêves, tu vois. Donc, rien que pour tout ça, je te dis merci. Et merci à madame qui t'a poussé aussi à faire tout ça. Merci à madame et à toutes les madames, s'il y en a beaucoup. Pas des épouses, hein. Des femmes. On a compris. Non, mais faut préciser. Il y aura pas de problème ce soir à la maison. Si je termine là-dessus, tu vois, c'est ambigu. Non, il y a beaucoup de femmes. Dans cette histoire, il y a beaucoup de femmes. Elles jouent un rôle essentiel, ouais. Et je savais pas que ton frère était le meilleur buteur. De l'histoire de l'équipe de France de futsal. Exactement. Il a l'Euro, là. C'est magnifique. Il a l'Euro et une super équipe. C'est beaucoup de petits de chez nous dans l'équipe. Hein. Ouais. De la Courneuve, du Nord. Il y avait un petit de chez moi aussi, Landry. Ah, Landry Ngala. Excellent. Brillant. Talentueux, Landry. Qu'est-ce qu'il est fort. Pied gauche, là. Un jour, il m'a mis un petit pont. Je lui ai dit, toi, je vais t'attraper, toi, tu vas voir ce que j'ai dit. Non, mais Landry, il a pas de hanche, il a un élastique. C'est du caoutchouc, ça hanche, en fait, Landry. Donc, moi, j'entraînais au futsal. Donc, j'en ai vu plein de ces générations-là jouer. J'entraînais pendant très longtemps. Et tu vois, pendant 10 ans, après, j'ai entraîné au futsal. Donc, j'en ai vu plein émerger, etc. Mais c'est vrai que Landry, en termes de souplesse de hanche, c'est quelque chose. Et puis, il est nonchalant. C'est ça qui On dirait. C'est les faux nonchalants. On l'embrasse, le petit frère Landry, qui est un petit frère, mais qui est très grand maintenant. Ouais. En tout cas, non, ça m'a fait extrêmement plaisir, honnêtement. Et avant de te laisser partir, mon très cher Marouane, c'est quoi ton leitmotiv, toi, à travers ce métier de sociologue, à travers le CNRS aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans la vie même? Moi, déjà, faut le dire, je suis un privilégié maintenant. Maintenant, je suis un privilégié. Je suis vraiment un privilégié. Pas parce que j'ai un salaire correct et que ça m'a donné un statut. Ça, c'est vrai. Je suis privilégié de ce point de vue-là par rapport à ce que gagne une majorité de Français. Donc déjà, je suis devenu un privilégié, faut le dire. Mais je suis surtout privilégié parce que ce métier-là, il me permet de rencontrer chaque année des centaines de personnes. Je traverse le pays. En fait, c'est ça mon grand privilège, en fait. C'est ça ma joie. C'est ça mon plaisir. C'est de traverser le pays, de rencontrer beaucoup d'institutions dans les collectivités locales, dans les services de l'État, dans les associations locales, dans les collectifs, dans les centres sociaux, dans les médias, chez mon éditeur. Je rencontre énormément de gens qui ont envie d'améliorer aussi les choses, même s'ils sont dans des institutions qui ont un système qui va pas, en fait, qui sont dépassés un peu par le système. Et donc, moi, de pouvoir juste rencontrer tout le monde et de pouvoir présenter mes travaux de recherche. Et que ces travaux de recherche puissent faire avancer la réflexion sur qu'est-ce qui peut être mis en œuvre pour servir l'intérêt général, c'est ça mon leitmotiv. Moi, j'appelle ça la sociologie populaire. C'est le mariage de la sociologie et de l'éducation populaire. C'est ça mon leitmotiv. C'est la sociologie populaire. Et c'était un peu le projet de La misère du monde, le livre de Bourdieu. C'est un peu cette histoire qui continue, qui se répète à travers moi, à travers plein de collègues en fait qui font la même chose. On est beaucoup de collègues qui sont investis dans la vie sociale, dans la société civile pour que la réflexion, le savoir, les données puissent servir la vie des gens, l'intérêt général, servir l'égalité et nos quartiers auxquels je suis très attaché. Donc j'ai beaucoup d'engagement. Typiquement,
Je suis dans beaucoup de collectivités ou avec beaucoup d'assauts à réfléchir avec eux sur qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les rivalités de quartier. C'est un sujet qui me touche parce que c'est catastrophique les effets. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est ma part, moi, là-dedans? Moi, ma part, c'est de dire voilà comment ça fonctionne. Et à partir de comment ça fonctionne, on peut se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, c'est ça mon rôle. Il est à ce niveau-là. Je suis pas à la place des gens sur le quartier. Je suis pas à la place du politique. Moi, je suis à ma place. Je produis du savoir et j'essaie de produire le savoir le plus qualitatif possible. Pas pour, pas contre. Il est là et j'ai envie qu'il serve l'intérêt général. Ça, c'est mon engagement à moi. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de vivre à Villiers? Ce que je te disais tout à l'heure. D'abord, il y a ma famille. Il y a ma mère. Elle est toujours haute nous. Hein. Ma mère est toujours au quartier. J'ai toujours mes engagements associatifs. J'ai créé C'est nous en 2001 qui existe toujours. J'y suis plus. Il y a d'autres frangines qui ont pris le relais. Mais moi, j'ai créé une autre association en 2016 qui s'appelle Normal Zup et je suis toujours impliqué. Alors, c'est pas très actif, mais je suis toujours impliqué à l'échelle locale. Les amis. Moi, c'est toujours juste un plaisir de remonter de la gare à chez moi et de croiser les amis, de discuter. C'est le lien, c'est la vie. Hein. Qu'est-ce que je vais aller mettre dans un quartier bourgeois où je connais personne n'a le temps. Tu vois? Et puis, faut toujours rester dans les systèmes d'entraide, d'être là pour les autres sont là pour nous. Moi, je dis souvent ça à des collègues qui me disent pourquoi tu restes à Villiers, etc. L'une des raisons, c'est que il me faut 5 minutes pour trouver une voiture ou prêter la mienne. Il me faut 5 minutes pour trouver des bras ou prêter les miens. Et je peux déposer mes enfants ou je peux gérer l'urgence avec plein de gens dans le quartier si j'en ai besoin. Mais ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. En plus de l'amitié, de l'amour qu'on a pour les gens, ça n'a pas de prix. Donc, pourquoi est-ce que je vais partir? Eh ben, ce sera le mot de la fin, mon très cher Marouane. En tout cas, vraiment, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie pour ta venue, pour ce partage, d'accord? Pour cet échange. Clairement, tu nous fais du bien. Et je me suis régalé à travers cet échange. Réciproquement. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là. Et on discutera technique d'entretien parce que, je veux dire, ça c'est un appel aux étudiants. Des fois, les étudiants, ils sont là en train de me dire, c'est dur de faire du terrain, de comprendre, de connecter. Regardez les vidéos. C'est généreux. En plus, c'est filmé. Il y a plein d'histoires, il y a plein de savoir qui est là, en fait, qui est disponible. Et la manière de gérer les entretiens, c'est adapté. C'est adapté. Merci infiniment, mon très cher Marouane. Un bijou. Mais vraiment un bijou. Merci, mon frère. Merci. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec le grand Marouane Mohamed pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.